Irina Virk est une jeune adolescente qui malheureusement a vécu un enfer de la part de ses camarades alors que cette dernière ne souhaitait qu'une seule chose, se faire un groupe d'amis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle affaire où aujourd'hui nous allons traiter du cas de Rina Virk. C'est une affaire qui m'a particulièrement touché dès que ça touche au harcèlement, ça me fait énormément de peine, donc j'espère que celle-ci est encore inconnue pour vous. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait, et d'activer la petite cloche des notifications, comme ça vous êtes au courant à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Amber, you still there? Amber, you still there? Rina Virk a vu le jour le 10 mars 1983 de ses parents Suman et Manjit Virk. Ses parents avaient quitté l'Inde à la recherche d'une vie meilleure au Canada et s'étaient installés à Saanich en Colombie-Britannique. Rina était l'aînée de 3 enfants et a grandi dans la paisible communauté de View Royal, une localité de plus de 11 000 habitants faisant partie du Grand Victoria. La famille Virk se distinguait de la majorité des familles d'origine indienne au Canada. Alors que la plupart pratiquaient l'hindouisme ou le sikhisme, Suman et Manjit Virk s'étaient convertis aux témoins de Jéhovah durant l'enfance de Rina. Cette conversion les avait placés dans une position unique, souvent décrite comme une minorité au sein d'une minorité. La vie à la maison était régie par des règles strictes, influencées par leur fervente pratique de la foi des témoins de Jéhovah, et Rina devait donc se conformer à des interdictions sévères. Il était interdit de fumer, de jurer, de célébrer les vacances ou des jours spéciaux comme les anniversaires. Certaines musiques et certains types d'événements étaient également proscrits. Alors si certaines règles peuvent paraître très bien pour des enfants, celles de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool et j'en passe, il y a d'autres où ça reste assez compliqué. D'autant que pour une adolescente, respecter ces règles pouvait s'avérer extrêmement difficile. Surtout lorsqu'elle ne correspondait pas à ses propres aspirations et désirs, puisque finalement, elle ne le faisait pas pour sa propre croyance, pour sa foi à elle, elle le faisait pour la foi de ses parents. Donc respecter ce genre de choses quand on ne comprend pas vraiment finalement pourquoi on les fait, c'est d'autant plus compliqué de les respecter. Rina, déjà en proie à des problèmes de confiance en soi, trouvait ces restrictions particulièrement oppressantes, exacerbant son mal-être face aux intimidations qu'elle subissait. Dès son entrée au collège, cette dernière fut la cible de moqueries et de harcèlement en raison de son apparence et également de ses origines ethniques. Ces expériences douloureuses ont malheureusement eu un impact profond sur elle et ça peut tout à fait se comprendre. Son comportement changeait progressivement. Elle est devenue un peu plus en colère, déprimée et se trouvait souvent impliquée dans des altercations avec d'autres élèves à l'école. L'intimidation incessante, surtout dès un jeune âge, peut altérer profondément la personnalité d'un individu. Pour Rina, ces épreuves quotidiennes étaient dévastatrices. Ses parents, témoins impuissants de sa souffrance, avaient le cœur brisé chaque fois qu'ils la voyaient rentrer de l'école, épuisée émotionnellement par les épreuves de la journée. La vision de leur fille bien-aimée, anéantie par le harcèlement constant, était insupportable et remplissait leur cœur de douleur. En 1994, alors que Rina avait 11 ans, ses parents ont pris la sage décision de déménager dans un autre quartier, dans l'espoir qu'un changement d'environnement lui offrirait une meilleure chance de s'épanouir, de se faire un groupe d'amis et de pouvoir échapper au harcèlement. Ils l'ont inscrite à l'école de Burnside, où, au début, les choses semblaient prendre une tournure positive. Ce déménagement représentait un tout nouveau départ pour la famille, une opportunité pour Rina de se refaire des amis et de recommencer sur de nouvelles bases. Leur fille semblait s'adapter et paraissait heureuse dans ce nouvel environnement. Malheureusement, ce sentiment de bonheur fut de courte durée. Un de ses amis les plus proches dans cette nouvelle école lui tourna le dos, et l'intimidation reprit de plus belle. À la fin de ses années de collège, Rina a trouvé sa place au sein d'un groupe de préadolescents, mais malheureusement, ce n'était pas vraiment le groupe d'amis auquel ses parents aspiraient, puisque c'étaient des adolescents assez rebelles. Ces jeunes étaient attirés par la consommation excessive d'alcool, de tabac et se montraient souvent en opposition avec l'autorité. Rina
complètement désespérés de pouvoir enfin s'intégrer à un groupe, a adopté rapidement leur comportement, espérant que ça l'aiderait à faire pleinement partie du groupe. Ce changement de conduite était également une forme de protestation contre les règles strictes imposées par ses parents, fervents témoins de Jéhovah. Elle a commencé à boire, à fumer et à défier l'autorité en compagnie de ses nouveaux amis, tandis que ses parents tentaient désespérément de la maintenir sur le droit chemin. Finalement, ils l'avaient changée d'école pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse enfin se faire des amis et faire de bonnes études, suivre le bon chemin. Malheureusement, ça a complètement fait l'inverse. Alors certes, elle subissait moins de harcèlement, elle avait enfin trouvé des amis, mais ce n'était pas forcément des bonnes fréquentations. Donc pour des parents, je n'ose imaginer le désarroi dans lequel ils se trouvaient. Ces derniers lui rappelaient constamment les préceptes de leur religion et lui lisaient les saintes écritures. Mais ces efforts n'avaient pour effet que de renforcer le désir de Rina de se rebeller davantage. Elle cherchait par tous les moyens à échapper à l'emprise de ses parents. Et cette rébellion les poussait à envisager des actions qui allaient choquer toute la famille. Il est important de noter que malgré les erreurs qu'elle a pu commettre, le père de Rina n'a jamais nourri de ressentiment envers elle pour ses actes, et nous devrions suivre son exemple en gardant une attitude compréhensive et bienveillante à son égard concernant les choses que je vais vous dire. Rina était une jeune fille perdue, qui a eu du mal à trouver son chemin au milieu d'une intimidation constante, peu importe l'école dans laquelle elle se trouvait. En raison de la religion stricte de ses parents, elle ne trouvait pas le soutien dont elle avait désespérément besoin et qu'elle désirait à la maison. Dans son jeune esprit naïf, elle pensait qu'il serait alors préférable de vivre ailleurs, loin de ses parents, et a donc décidé de mentir. Malheureusement, ce n'est pas un petit mensonge, mais un mensonge horrible qui allait déchirer toute leur famille. À l'âge de 13 ans, Rina a accusé son père d'avoir abusé sexuellement d'elle. Elle a affirmé qu'elle était maltraitée physiquement, mentalement et sexuellement à la maison. L'une des histoires particulièrement horribles qu'elle a racontées était qu'elle avait été frappée avec un marteau, attachée à une chaise et menacée d'un ustensile de barbecue chauffé. Quand un enfant raconte une histoire comme celle-ci, il faut immédiatement le croire. Et cette dernière a donc été crue. Son père, Manjit, a rapidement été arrêté pour abus sexuels. L'adolescente a de suite été retirée de la garde de ses parents et placée avec sa grand-mère pendant une courte période. Lorsque cette situation de vie n'a pas fonctionné, Rina a été placée en famille d'accueil. Je tiens également à préciser que le père de Rina a nié toutes ces allégations et que les accusations ont ensuite été abandonnées parce que Rina a admis qu'elle avait menti. Sa famille était sérieusement préoccupée par le fait qu'elle invente ces histoires juste pour s'en éloigner. Alors ils ont fait pression pour qu'une enquête complète soit menée. Si Rina prétendait être blessée et que ce n'était pas eux qui le faisaient, peut-être que quelqu'un d'autre s'en chargeait à leur place. Malheureusement, l'adolescente est restée en famille d'accueil alors qu'aucune de ces allégations n'a fait l'objet d'une enquête ou a été corroborée par d'autres sources. Rina continuait de vivre un calvaire en famille d'accueil, son désir ardent de liberté restant complètement insatisfait. Malgré ses aveux aux autorités concernant les mensonges qu'elle avait proférés au sujet des abus, elle était contrainte de demeurer sous le toit de sa famille d'accueil. Aucun retour dans sa famille n'était possible. Pourtant, même dans cette situation difficile, elle tentait de renouer les liens distendus avec ses parents, espérant un jour retrouver le foyer qui lui manquait tant. Elle osait même demander à sa famille d'accueil l'autorisation de passer quelques nuits chez ses parents, une manière pour elle de renouer avec son passé et de trouver un peu de réconfort. La famille, avec tous ses défauts, représentait pour Rina un refuge indispensable. Son besoin d'amour et de soutien familial se faisait plus pressant que jamais. Pendant ce temps, les tourments à l'école, eux, ne faisaient que s'intensifier. Son père racontait les persécutions dont elle était victime. Des camarades qui lui collaient des chewing-gums dans les cheveux, se moquaient de son apparence et proféraient des menaces de violence à son encontre. Pire encore, elle se trouvait accusée par d'autres adolescentes de propager des rumeurs malveillantes. L'une d'entre elles l'accusait même d'avoir tenté de lui voler son petit ami. Les dynamiques sociales au sein du lycée sont parfois cruelles, particulièrement entre adolescentes. Bien qu'ils n'ont pas toujours recours à la violence physique, les arsenals étaient tout aussi destructeurs, les mensonges et la manipulation. Dans une lettre au Globe and Mail, le père de Rina écrit ceci. « Je me souviens encore des cicatrices psychologiques que les intimidateurs de l'école de Rina lui ont laissées sur elle. Elle pleurait, sachant que ses amis n'étaient pas vraiment ses amis,
Elle suppliait de rester complètement à la maison, de faire l'école chez elle, mais son estime de soi avait été tellement blessée que l'amour de sa famille ne suffisait pas. Elle avait envie d'être acceptée par ses amis, et en avait tellement besoin que, malgré les risques, elle a continué, jusqu'à ce jour fatidique au pont Craig Flower à Saanich. Le 14 novembre 1997 est une date qui a marqué un tournant tragique dans la vie de Rina. Ce soir-là, elle devait passer la nuit chez sa famille, mais un appel téléphonique a brusquement changé tous ses plans. Invitée à une soirée, chose complètement inhabituelle, elle ressentit une pointe d'excitation à l'idée d'être incluse, même si ces occasions lui étaient généralement inaccessibles. Avec enthousiasme, elle se rendit sur le terrain derrière le Shoreline High School, un lieu familier qu'elle avait autrefois fréquenté. Sur place, un groupe imposant d'adolescents, environ 50 ou 60, se rassemblait pour passer la soirée, boire et fumer tous ensemble. Rina ne connaissait que quelques-uns des participants, mais elle aspirait ardemment à se faire de nouveaux amis. Cependant, la soirée a pris rapidement une tournure sombre lorsque la police est intervenue suite à une plainte de tapage nocturne contraignant le groupe à se déplacer vers le pont Craig Flower. C'est là que l'atmosphère a complètement dégénéré. Un groupe de 7 adolescentes et un garçon se mit à encercler Rina, hurlant des accusations et des insultes à propos des rumeurs présumées. L'une des filles accusa même Rina d'avoir volé son carnet contenant les numéros de téléphone de plusieurs garçons, ainsi que d'avoir proféré des mensonges diffamatoires à son sujet, notamment en prétendant qu'elle était atteinte du sida, que ses sourcils étaient faux et qu'elle était moche. Furieuse, cette fille élabora un plan avec ses complices pour faire payer à Rina ses supposés méfaits. Les événements prirent une tournure encore plus sinistre lorsque l'une des filles a écrasé une cigarette brûlante contre le front de Rina, tandis que d'autres la rouaient de coups, la frappant à plusieurs reprises. Alors que la bagarre éclatait, de nombreux adolescents présents ont décidé de s'éloigner, craignant les ennuis, tandis que d'autres se rapprochaient pour observer l'attaque. Aucun, je dis bien aucun, n'a tenté d'intervenir pour mettre fin à la violence ou pour secourir Rina. Selon le récit d'un adolescent présent, malgré les supplications de la jeune fille qui criait des excuses, les attaques implacables se sont poursuivies. Étendue sur le sol, ensanglantée et meurtrie, elle fut finalement autorisée à se relever et à tenter de s'échapper. Dans un effort complètement désespéré, elle a tenté de boiter jusque l'autre côté du pont vers sa maison pour obtenir de l'aide. Cependant, deux des adolescents, Kelly Allard, âgé de 15 ans, et Warren Glowatsky, âgé de 16 ans, se sont interposés, bien déterminés à ne pas la laisser s'échapper aussi facilement. Ils l'ont suivie et l'ont rattrapée avant qu'elle ne puisse rentrer chez elle. Rina a alors reçu plusieurs coups de poing et de coups de pied. Sa tête a été violemment heurtée contre un arbre avant qu'elle ne soit traînée vers l'eau sous le pont. Pour s'assurer qu'elle ne se relèverait plus jamais, ils ont maintenu sa tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus du tout. Ce soir-là, Rina n'est pas rentrée chez ses parents et n'y rentrera plus jamais. Au lieu de ça, son corps gisait sous le pont, hors de vue de tout passant. Pendant que ses parents s'inquiétaient de la disparition de leur fille, la signalant à la police, les rumeurs commençaient à se propager parmi les élèves de la Shoreline High School. Beaucoup, ayant vu Rina se relever et partir, supposaient que les événements s'étaient simplement terminés là, qu'il n'y avait pas eu de suite. Elle s'était fait passer à tabac, c'était horrible, mais elle était repartie, elle était en vie et tout allait bien. Cependant, ces murmures se sont rapidement transformés en chuchotements sinistres sur la mort présumée de Rina Virk. Il fut rapporté qu'un pacte avait été conclu entre les 7 adolescentes et le garçon impliqué dans l'attaque. Personne ne devait parler de ce qui s'était passé cette nuit-là, car tous pourraient être impliqués dans sa mort. Pendant ce temps, les parents de Rina imploraient la police de prendre la disparition de leur fille au sérieux. Mais malgré leurs craintes, la police croyait fermement qu'il était probable qu'elle se soit enfuie, compte tenu de ses antécédents de comportement rebelle. Et donc, qu'il n'y avait rien de grave. Elle a fait une fugue, mais elle allait revenir tôt ou tard, puisque finalement ce n'était qu'une jeune adolescente qui n'avait pas de moyens financiers, et elle allait forcément revenir chez ses parents. C'est finalement grâce à 2 sœurs russes vivant dans la même famille d'accueil que Rina, qui avaient entendu des rumeurs sur sa probable mort, qu'un tuyau crucial a été donné à la police. 8 jours au total se sont écoulés avant que le corps de Rina ne soit enfin retrouvé. Battue et partiellement dévêtue, elle était dans l'eau sous le pont où ses agresseurs l'avaient laissée.
Alors que la nouvelle de l'atroce destin de Rina se répandait parmi les jeunes de la communauté, ses parents faisaient face pour la première fois à l'indicible violence infligée à leur fille. Le choc et la douleur les ont submergés dans un océan de désespoir. L'autopsie a révélé une série de blessures traumatiques, révélant alors la brutalité subie par leur fille. Des coups multiples avaient meurtri son abdomen, son visage était défiguré par des blessures graves, et même une ecchymose en forme de semelle de chaussure a été retrouvée à l'arrière de son crâne pour dire à quel point les coups ont été d'une violence inouïe. Cependant, c'est la conclusion qui a été la plus dévastatrice pour ses parents. Rina avait péri par noyade. Des pierres ont été découvertes dans ses poumons, un témoignage glaçant de la lutte désespérée pour la vie alors que sa tête était enfoncée sous l'eau. Il a été suggéré que sans cette noyade, ses blessures auraient probablement entraîné sa mort, laissant son corps si meurtri qu'il rappelait les dégâts d'un accident de voiture. C'est complètement horrible et immonde de voir comment des jeunes ont pu faire ça à cette petite qui était jeune, elle n'avait que 13 ans. 13 ans, c'est extrêmement jeune. Alors je sais que les adolescents qui parfois nous regardent vont considérer qu'on les infantilise, que non, 13 ans, ce n'est pas jeune, qu'on est déjà des grands. Mais non, 13 ans, on n'est encore que des enfants. Et c'est insoutenable de voir la violence qu'elle a pu subir par d'autres personnes en plus de son âge. La révélation de ces horreurs a plongé la communauté dans un état de choc et d'incrédulité. Comment pouvait-on imaginer que de tels actes puissent être perpétrés parmi eux, parmi leurs propres adolescents? Des murmures se sont rapidement transformés en confessions et le voile sinistre de ce terrible secret a enfin été levé. La police, alertée par la rumeur de la bagarre sous le pont, n'a pas tardé à identifier les coupables. Les nombreux témoins oculaires avaient vu la violence brutale s'abattre sur Rina. Les 7 filles et le garçon ont rapidement été identifiés et l'histoire choquante de l'acharnement de 2 d'entre eux, Kelly et Warren, pour poursuivre et achever Rina, a enfin été dévoilée. Dans le tourbillon de questions et de perplexités qui ont suivi, une interrogation a persisté. Qu'est-ce qui avait poussé ce groupe, même peu familier avec Rina, à la prendre pour cible avec une telle férocité? Quel mobile avait incité Kelly et Warren à poursuivre leurs victimes jusqu'à ce que mort s'en suive, condamnant alors une jeune fille à un destin si tragique? L'effroyable tragédie qui a abouti au meurtre de Rina Virk a commencé à se tisser plusieurs mois avant le sinistre rassemblement sous le pont. Kelly, issue d'une famille aimante et stable de classe moyenne, avait tissé des liens avec une adolescente en détresse, dont l'identité reste inconnue en raison de son jeune âge à l'époque. Ensemble, ces 2 âmes tourmentées formaient un duo redoutable, imprégné de méchanceté et de désirs malfaisants. Animées par des aspirations criminelles et un penchant pour la violence, elles entretenaient des rêves tordus de devenir des figures criminelles de renom, dépeignant un monde macabre à travers leur musique et leurs dessins. Pour Rina, désespérée de trouver sa place dans un monde qui lui semblait inaccessible, cette sombre aura qui était autour d'elle exerçait une fascination hypnotique. Elle aurait tout sacrifié pour être admise dans leur cercle, ignorant complètement les signes avertisseurs de sa toxicité. Son insécurité, sa jalousie et sa vulnérabilité en ont fait une proie idéale pour les manipulations des conspiratrices. C'est ainsi qu'est né le complot de vengeance imaginé dans l'ombre par l'adolescente mystérieuse et son acolyte Kelly. Animées par la colère et le désir de châtiment, elles ont planifié d'infliger à Rina une punition brutale lors du rassemblement du vendredi soir. La majorité des autres adolescents présents ignoraient les sombres desseins qui se tramaient, se contentant de profiter de la soirée. Mais lorsque la confrontation a éclaté, l'esprit grégaire a pris le dessus, entraînant 6 autres filles et un garçon complètement étrangers à Rina, ses salpires, dans un tourbillon de violence aveugle. Ce fut un moment où la rationalité a cédé le pas à la folie collective, où la compassion a complètement été éclipsée par la cruauté. Dans cette frénésie destructrice, personne n'a osé intervenir pour mettre fin au coup, laissant Rina à la merci de ses agresseurs. Et c'est dans cette atmosphère de chaos et de terreur que Kelly et Warren ont commis l'irréparable, scellant le destin tragique de Rina dans les eaux sombres qui coulaient sous le pont. La révélation selon laquelle Warren n'avait même pas connu Rina a ajouté une dimension encore plus troublante à cette tragédie. Il avait participé à l'agression de manière complètement aveugle, entraîné par la tumulte de la foule.
Son passé était marqué par la détresse et la désolation, ayant, de son côté, grandi dans une famille déchirée, abandonnée par un père absent et confrontée à une mère en proie à l'alcoolisme. Dans cette atmosphère de chaos domestique, Warren avait trouvé refuge et une forme de camaraderie au sein des Crips, un gang de rue assez notoire. L'effet de ce milieu délétère sur la jeunesse de Victoria à la fin des années 90 ne pouvait être sous-estimé. Les influences des gangs de Los Angeles avaient pénétré profondément la sous-culture adolescente locale où l'aura du crime et de la délinquance était perçue comme une marque de respect, comme quelque chose de cool. Dans cet environnement, personne n'avait bronché devant le spectacle de ces adolescents affligeant une violence brutale à la pauvre Rina. Lorsque la police l'a interrogé, Warren s'est immédiatement retourné contre Kelly, affirmant qu'il avait participé à traîner Rina sous le pont, mais que c'était elle qui avait finalement scellé son destin en la noyant. Kelly, de son côté, évidemment, a nié toute implication, cherchant à se défausser de la responsabilité en désignant une adolescente non identifiée comme étant la véritable personne qui a commis le crime. Malgré les témoignages accablants de nombreux autres adolescents présents, dont Warren lui-même, Kelly a persisté dans ses dénégations. Malgré leur jeunesse, les implications de ce crime odieux étaient beaucoup trop graves pour être ignorées. Kelly et Warren ont été arrêtés et inculpés pour agression grave et meurtre. Les 6 autres filles impliquées dans l'agression de groupe ont également été inculpées en tant que mineures. Leurs identités ont été protégées, forcément dues à leur jeune âge, y compris celle de l'adolescente qui aurait été volée par Rina, déclenchant ainsi toute la série d'événements tragiques. 3 des filles ont plaidé coupables d'agression causant des liaisons corporelles, tandis que les 3 autres ont été reconnues coupables après un procès tumultueux. Les trajectoires judiciaires de Kelly et Warren dans les affaires de voies de fait aggravées et de meurtre ont été jalonnées de différences marquantes. Tandis que Warren a été représenté par un avocat commis d'office faute de moyens, il a pleinement assumé ses responsabilités dans le meurtre de Rina. Condamné pour meurtre au 2e degré, il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cependant, un éclair d'espoir a surgi lorsqu'il a participé à un programme de justice réparatrice derrière les barreaux, lui permettant de rencontrer les parents de Rina en personne afin de présenter des excuses sincères. Malgré les vagues de chagrin et de colère, les parents de Rina ont soutenu sa demande de libération conditionnelle qui a finalement été accordée en 2010. En revanche, le chemin de Kelly vers la justice a plutôt été long et tumultueux. 3 procès distincts et de nombreuses années se sont écoulés avant qu'elle ne soit finalement reconnue coupable de ses actes. Lors de son premier procès en mars 2000, elle a plaidé non coupable, se présentant devant le tribunal entourant de sa famille et soutenue par un avocat assez réputé. Ce dernier a plaidé l'absence de preuves matérielles reliant Kelly au meurtre de Rina, une stratégie basée sur des faits avérés car aucune empreinte digitale ou même d'ADN n'a été trouvée. Cependant, les témoignages accablants de nombreux témoins, dont Warren, ont mis en lumière le rôle de Kelly dans l'agression brutale de Rina. Malgré ces preuves accablantes, Kelly et ses avocats ont continué à prétendre que ces accusations étaient simplement des rumeurs infondées. Malgré l'issue de ces procès, les blessures causées par le meurtre de Rina ont laissé des cicatrices profondes dans la communauté et dans le cœur de sa famille. Les événements tragiques ont suscité des réflexions sur la violence chez les jeunes, sur les failles du système judiciaire et sur la nécessité de prévenir de telles tragédies à l'avenir. En fin de compte, les destins de Kelly et Warren illustrent la complexité de la justice, la capacité à assumer la responsabilité de ses actes et le pouvoir de la rédemption, même dans les circonstances les plus sombres. Le parcours judiciaire de Kelly a été marqué par une série de rebondissements troublants, semant le doute et la controverse à chaque tournant. Lors de son premier procès, malgré le verdict de culpabilité pour meurtre au 2e degré prononcé par le jury, Kelly a réussi à faire annuler cette décision en faisant valoir avec succès des allégations d'interrogatoire inappropriées et d'injustice lors du procès. Dans l'attente d'un nouveau procès, elle a été libérée, mais sa liberté a heureusement été de courte durée. Elle a récidivé en commettant une autre agression, cette fois contre une femme de 58 ans dans un parc, ce qui l'a renvoyée derrière les barreaux en attendant son 2e procès. Le 2e procès a vu Kelly réaffirmer son innocence dans le meurtre de Rina, clamant être une innocente victime de circonstances malheureuses. Malgré ces dénégations, le jury est resté indécis, forçant ainsi à la tenue d'un 3e procès en 2005. Ce 3e procès a abouti à un verdict similaire au premier.
condamnant à nouveau Kelly pour meurtre au deuxième degré, cette fois avec une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins 7 ans, une décision confirmée par la Cour suprême du Canada malgré un nouvel appel. En détention, Kelly a accumulé des infractions disciplinaires, illustrant encore une fois un comportement problématique persistant. Ses échanges de correspondance avec un ancien criminel et sa maternité en prison ont suscité des débats sur la moralité de telles situations pour une personne reconnue coupable de meurtre. Ces développements soulèvent des questions complexes sur la réadaptation des délinquants et le rôle de la justice dans la protection de la société, mettant en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les systèmes pénitentiaires. Kelly, tout en maintenant son innocence pendant ses procès, a finalement confessé sa participation au coup porté à Rina lors d'une audience de libération conditionnelle. Elle a affirmé avoir changé depuis lors, notamment après la naissance de ses enfants. Malgré sa demande, Kelly s'est vue refuser une libération conditionnelle complète, mais elle a bénéficié d'une libération conditionnelle d'1 jour dans le cadre d'un programme de réinsertion. Cependant, une évaluation des risques a révélé un potentiel modéré à élevé de violences futures, freinant ainsi son retour complet dans la société. Pendant ce temps, les parents de Rina ont transformé leur douleur en un puissant plaidoyer contre l'intimidation. Ils ont parcouru les écoles pour sensibiliser à la violence entre élèves et ont plaidé auprès du gouvernement pour des mesures plus strictes contre l'intimidation. Tragiquement, Suman, la mère de Rina, est décédée dans un accident, laissant derrière elle un héritage de lutte pour la justice et la prévention du harcèlement. Malgré ça, leur message de paix et de tolérance continue d'inspirer, tout comme la mémoire de Rina. Le récit de cette adolescente et des événements qui ont conduit à sa mort tragique souligne l'importance de la lutte contre le harcèlement et de l'encouragement des individus à intervenir en cas de besoin. Ces enseignements demeurent pertinents à une époque où le harcèlement persiste comme un problème majeur, très grave, exacerbé par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. La société dans son ensemble a la responsabilité collective de créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté, où le harcèlement et l'intimidation n'a pas sa place, mais où la compassion et l'empathie règnent en maître. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais c'est à notre devoir à chacun d'agir pour que un jour nos enfants, les futures générations, puissent vivre en paix dans un monde où ils n'iront pas à l'école avec une boule au ventre. C'est tout pour l'affaire de Rina Virk et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Comme à chaque fois que ça parle d'adolescents qui se font harceler et qui meurent par les coups de leurs camarades, ce sont des affaires qui m'émeuvent énormément puisque je sais que c'est des choses qui arrivent encore énormément, de plus en plus dans les cours des collèges. Déjà, à mon époque, moi je suis un enfant de 96, du harcèlement j'en ai subi, on est beaucoup à en avoir subi, mais j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup moins grave que ce qui se passe actuellement, notamment parce que avant on avait beaucoup moins cette emprise avec les réseaux sociaux. Quand on rentrait de l'école, le harcèlement était fini. On rentrait chez nous, chez nos parents, c'était notre bulle de sécurité entre guillemets. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont plus cette sécurité. Le harcèlement, il continue même en dehors des portes du collège ou du lycée. Ils rentrent chez eux, ils ont leur téléphone portable, leur ordinateur, leur tablette, tout ce que vous voulez. Ils vont sur les réseaux sociaux et là, le harcèlement, il continue encore et encore. Combien d'adolescents ces derniers temps ont tenté ou ont mis carrément fin à leur jour à cause de ce harcèlement perpétuel qui continue encore et encore à l'école, pendant leur stage, quand ils sont dehors, quand ils sont sur les réseaux sociaux. Finalement, ils n'ont plus aucun endroit où se mettre en sécurité, plus aucun lieu où ils se sentent bien, apaisés, où ils peuvent enfin penser à autre chose. Alors oui, ça serait plus simple de dire ils ont qu'à enlever leur téléphone, ils n'ont qu'à pas aller sur les réseaux sociaux, comme ça au moins ils ont toujours une bulle. Malheureusement, ces générations vivent comme ça, ils ont appris à vivre avec la technologie. Il y a un bien et il y a un mal avec tout ceci, c'est comme tout. Et je pense que plutôt que de blâmer ces enfants qui se font harceler et qui, en pensant aller sur les réseaux sociaux et se sentir safe, se retrouvent de nouveau harcelés sur ces plateformes, c'est plutôt les harceleurs qu'il faut blâmer plutôt que les personnes qui utilisent des réseaux finalement comme vous et moi. Quoi qu'il en soit, je vous mets dans tous les cas des numéros à appeler juste ici à l'écran si vous êtes victime de harcèlement ou si vos enfants sont victimes de harcèlement. Et je vous souhaite évidemment tout le courage du monde et tout le courage nécessaire pour surpasser ces épreuves qui sont très difficiles. Restez à l'écoute de vos enfants, de vos adolescents, puisque c'est important. Ça peut éventuellement leur sauver la vie. N'hésitez pas parfois à aller jeter un petit coup d'œil à leurs réseaux sociaux, voir ce qu'ils y passent et
être sûr qu'ils ne vivent pas là aussi un harcèlement qu'ils peuvent également vivre à l'école. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Si vous avez vécu du harcèlement, n'hésitez pas à nous faire un petit témoignage également dans les commentaires. C'est avec plaisir qu'on vous lira. L'année 1989 avait commencé de manière difficile pour la famille Rogers, composée de Joan Rogers, une femme âgée de 36 ans, son mari Hal et leur fille Michelle âgée de 17 ans et Christ âgé de 14 ans. La famille, qui possédait et exploitait une ferme laitière dans le petit village de Wilshire en Ohio, avait été plongée dans un scandale cet hiver-là. Leurs déboires ont commencé lorsque John, le frère de Hal, a été arrêté et accusé d'avoir violé une ancienne petite amie sous la menace d'un couteau. Lorsque les enquêteurs ont procédé à la perquisition de la remorque de John, ils y ont fait une découverte sinistre. Ils ont trouvé une cachette contenant des vidéos et des bandes audio sur lesquelles John s'est enregistré en train de commettre des agressions sexuelles sur 2 femmes. La première victime, sur les enregistrements, était sa petite amie, enfin son ex-petite amie, tandis que la seconde victime s'est révélée être quelqu'un de beaucoup plus proche de lui. En découvrant des photos d'une adolescente nue qui était clairement effrayée et en écoutant des enregistrements audio d'une fille en larmes suppliant d'être laissée seule, les autorités ont pu identifier la deuxième victime comme étant l'enfant aîné de Joan, Michelle Rogers. L'horrible secret que cette dernière avait gardé pour elle a finalement été révélé. Michelle a expliqué qu'elle avait voulu le confier à quelqu'un un nombre de fois incalculable, mais qu'elle ne pouvait pas le faire par crainte de représailles. Son oncle, qui a commencé à l'abuser depuis qu'elle avait 14 ans, l'avait prévenue à maintes reprises qu'il la tuerait si elle disait un mot à qui que ce soit. Alors que la nouvelle concernant John et ses agressions a commencé à se répandre dans toute la ville, certaines personnes malveillantes ont commencé à faire des affirmations sur les victimes qui étaient tout sauf flatteuses. La mère de l'accusé, par exemple, était l'une de ces personnes et sûrement même la pire. Elle était mauvaise et affirmait à quiconque voulait bien l'entendre que sa petite fille avait absolument tout inventé. Les regards constants, les chuchotements, la désapprobation des voisins combinés aux luttes familiales internes avaient poussé la famille Rogers à leur point de rupture. Réalisant qu'ils avaient besoin de s'éloigner de Wilshire, même juste pour quelques jours afin de faire un petit peu le vide, Joan a proposé d'emmener les filles en voyage dans le sud. N'ayant jamais quitté leur propre arrière-cour, cette idée leur a instantanément remonté le moral. Malheureusement, ces premières vacances allaient aussi être leurs dernières. Après avoir réfléchi à leurs options, ils ont choisi la Floride comme destination de vacances. Comme Hal devait rester à la ferme, la famille partirait sans lui. Le matin du 26 mai, Joan et les filles ont chargé leur voiture et ont entrepris un trajet de 15 heures vers la Floride, où elles prévoyaient de passer les 6 prochains jours. Une fois enregistrées dans leur hôtel, la famille n'a pas perdu de temps pour profiter de tout ce que la Sunshine State avait à offrir. Les jours passaient trop vite et, avant qu'elles ne se rendent compte, le moment de faire leurs valises et de rentrer était déjà arrivé. Le 1er juin, elles ont quitté Orlando pour retourner à Wilshire. Sur le chemin du retour, elles ont décidé de faire un détour pour explorer la région de Tampa Bay. Après avoir visité quelques attractions locales, elles ont rencontré un homme nommé Dave dans une épicerie qui leur a proposé une excursion en bateau. Bien que méfiante au début, Joan a fini par accepter l'invitation, pensant que ce serait une belle façon de conclure leur voyage. Tragiquement, cette décision s'est avérée fatale. Pour de plus amples explications, alors qu'elles étaient sur leur tour, Joan avait pris une série de mauvaises directions et s'était retrouvée dans la région de Tampa Bay. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Au lieu d'essayer de se remettre sur la bonne voie, le trio aventureux a décidé de tirer le meilleur parti de la situation et de prolonger ses vacances d'1 jour de plus. Alors qu'elle s'asseyait sur le parking d'une épicerie en essayant de comprendre où aller à partir de ce point-là, un homme s'est approché jusqu'à la voiture et leur a demandé si elles avaient besoin d'aide. L'ami étranger, qui s'est présenté comme un certain Dave, les avait fait se sentir instantanément à l'aise. Après avoir appris leur déboire, il avait suggéré un hôtel à proximité aux jeunes femmes. Ayant pris note de leur plaque d'immatriculation de l'Ohio,
Il a mentionné qu'il était originaire de Cincinnati, ce qui a encore plus rassuré les Rogers. Bon et généreux, l'homme a proposé d'emmener la famille faire une visite nocturne de Tampa Bay dans son bateau, et ce de manière complètement gratuite. Confiante, Joanne et ses filles, qui ne savaient pas nager et n'avaient jamais été sur la mer, ont sauté sur cette chance de vivre une toute nouvelle expérience. Lorsque Dave a demandé à Joanne un papier pour écrire, elle lui a remis une brochure de voyage qu'elle avait ramassée à une aire de repos. Après avoir indiqué les directions du Days Inn sur la route 60, il lui a remis la brochure. Il lui a ensuite donné des instructions sur la façon de trouver la marina. Après avoir accepté de se rencontrer plus tard ce soir-là, vers 21h, ils se sont dit au revoir et ont repris chacun leur chemin de leur côté avant de se retrouver le soir même. Bien que toute l'interaction n'ait duré que quelques minutes, les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Après s'être installés au Days Inn, Joanne et ses filles ont pris un moment pour se détendre avant de se préparer pour le dîner. Vers 19h30, elles ont été vues entrant dans le restaurant de l'hôtel, qu'elles ont quitté un peu plus d'une heure plus tard, probablement pour rencontrer Dave, leur guide pour une visite nocturne très attendue de la baie au clair de la lune. Malheureusement, quelques jours plus tard, le 4 juin, les corps mal décomposés de 3 femmes ont été découverts à moins de 4 km l'un de l'autre dans les eaux de Tampa Bay. Des plaisanciers les ayant repérés ont immédiatement alerté les autorités locales. Il était évident, dès le départ, que les décès n'étaient clairement pas naturels. Les victimes avaient les mains liées et la bouche recouverte de rubans adhésifs. Chacune était attachée à un bloc de béton par une corde nouée autour de son cou. Les corps, nus de la taille vers le bas, indiquaient qu'une agression sexuelle avait probablement eu lieu. Le médecin légiste a conclu que les femmes étaient dans la baie depuis 2 ou 3 jours. L'exposition prolongée à l'eau salée avait détruit toute preuve physique pouvant conduire à leur tueur, ce qui, dès le départ, compliquait cette affaire. Il était tragiquement clair que leur mort avait été lente et douloureuse. La présence d'eau dans leurs poumons révélait qu'elles étaient encore en vie lorsqu'elles avaient été alourdies de béton et jetées dans l'eau. Ce que le tueur ou les tueurs ignoraient, c'est que la décomposition des corps libère des gaz, provoquant des ballonnements. Cet afflux de gaz a permis aux corps de remonter à la surface malgré les blocs de béton qui étaient attachés sur elles. Sans ce phénomène naturel, les corps auraient pu ne jamais être retrouvés. Au même moment où les corps étaient retirés de la baie, Al Rogers signalait la disparition de sa femme et de ses filles en Ohio. Il avait initialement pensé qu'elles s'amusaient tellement qu'elles avaient décidé de prolonger leur séjour, ce qui expliquait leur retour tardif. Mais lorsque Joanne ne s'est pas présentée à son travail dans une usine locale, il a compris que quelque chose n'allait vraiment pas, puisque ce n'était pas du tout dans son genre. Et voilà, c'était une famille, lui il était agriculteur, elle travaillait à l'usine, vous vous doutez que financièrement ce n'était clairement pas les plus riches des États-Unis, et donc il n'était pas du genre à louper le travail, puisque louper une journée de travail signifiait perdre de l'argent. Après la diffusion publique de la découverte des corps dans la baie, le directeur du Days Inn, situé sur la route 60, a immédiatement contacté la police. Un membre du personnel d'entretien avait remarqué qu'une des chambres n'avait pas été utilisée depuis plusieurs jours. Mais ce qui était encore plus inquiétant, c'était que les occupants avaient laissé tous leurs effets personnels derrière eux. La police, après avoir consulté le registre de l'hôtel, a pu confirmer l'identité des victimes grâce à des dossiers dentaires. Il s'agissait bel et bien de Joanne, Michelle et Chris Rogers. L'enquête, dès le départ, a été lourdement handicapée par le manque de témoins et de preuves tangibles. Toutefois, les enquêteurs ont identifié une poignée de suspects potentiels, dont Al Rogers et son frère John. Les détectives qui ont interrogé Al ont été particulièrement déconcertés par le comportement de l'homme. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un homme dans sa situation, qui venait donc d'apprendre la mort de sa femme et de ses 2 filles, eh bien Al ne semblait pas être une épave émotionnelle. Il prenait toutes les preuves avec une étonnante sérénité, n'ayant versé aucune larme, ni montré aucun signe d'émotion lorsqu'il a écouté les détails tragiques de la mort de sa femme et de ses 2 filles. Une vérification de Wilshire a toutefois permis de confirmer qu'Al n'était nulle part près de la Floride au moment des meurtres. Ce dernier avait été vu quotidiennement en ville et à la ferme par de nombreux témoins durant la semaine en question. Il était donc impossible qu'il ait pu commettre ces crimes et revenir sans que personne ne remarque son absence.
John Rogers, quant à lui, était en prison à l'époque. Il n'a jamais été sérieusement considéré comme un suspect. Bien que l'idée qu'il ait pu engager un tueur à gages pour éliminer Michelle ainsi que toute autre personne présente ait été évoquée, cette hypothèse semblait en réalité très peu probable. John n'aurait probablement pas pris de tels risques pour faire taire sa nièce, d'autant plus qu'elle avait refusé de porter plainte contre lui pour les agressions. Peu après l'identification des corps, la voiture de Joanne a été retrouvée près de la Courtney Campbell Causeway. À l'intérieur du véhicule, la police a découvert une brochure touristique et une note contenant des indications pour se rendre à un quai. Malgré les efforts des enquêteurs pour suivre chaque piste et examiner chaque détail, le mystère entourant ces meurtres atroces reste non résolu. La communauté, encore sous le choc de cette tragédie, continue de chercher des réponses et de se souvenir douloureusement de la famille Rogers. Ce qui devait être une simple escapade pour échapper à leur quotidien s'est transformé en une tragédie inimaginable, marquant à jamais l'histoire de Wilshire et de Tampa Bay. Ce que les autorités ignoraient à l'époque, c'est que l'information cruciale dont elles avaient besoin était déjà à leur portée. 2 semaines avant les meurtres, 2 touristes canadiennes avaient été abordées dans une épicerie par un homme nommé Dave qui leur avait proposé de leur faire visiter la ville. En plus de ça, il avait un bateau et se disait plus qu'heureux de leur offrir une visite guidée de la baie. Ces 2 femmes, Judy Blair, âgée de 24 ans, et son amie Barbara Mottram, ne savaient pas quoi penser de cet homme jovial qui leur parlait comme s'il les connaissait finalement depuis des années. Pour apaiser leur appréhension, il leur avait expliqué qu'il était un propriétaire heureux en ménage d'une entreprise de revêtement en aluminium prospère et qu'il était simplement hospitalier par nature. Judy avait rapidement baissé sa garde, trouvant Dave sympathique et même accueillant. Cependant, Barbara ressentait une méfiance instinctive envers lui. Quelque chose à propos de Dave ne lui inspirait clairement pas confiance. Quand elle avait hésité, il n'avait pas accepté son refus. Même si elle lui avait dit qu'elle y réfléchirait, elle avait déjà décidé qu'elle n'irait nulle part avec cet étranger qui en plus de ça semblait autoritaire. Après avoir accepté de se retrouver au quai plus tard dans la soirée, les 2 femmes s'étaient séparées. Lorsque l'heure du rendez-vous était venue, Barbara avait fermement refusé d'y aller. Judy ne voyait pas de mal à faire une petite promenade en bateau, et alors elle s'est rendue au port où Dave l'attendait avec impatience. Judy s'est souvenu plus tard que l'attitude enjouée de son guide avait changé radicalement lorsqu'il avait réalisé qu'elle était venue toute seule. Son comportement s'était assombri, révélant une facette plus inquiétante de sa personnalité. Après avoir demandé ce qui était arrivé à son amie et appris que Barbara avait refusé de la joindre, Dave est devenu visiblement agité. Pendant quelques minutes, il a tenté de convaincre Judy d'aller chercher son amie, mais devant son refus, il a adopté un sourire forcé avant de conduire cette dernière, désormais son unique passagère, sur son bateau. Une fois sorti du port, Dave a changé d'attitude et s'est imposé à Judy. Lorsque celle-ci a protesté, il lui a donné un choix terrifiant. Elle pouvait soit se soumettre, soit être jetée dans les eaux infestées de requins avec du ruban adhésif sur la bouche. Confrontée à ces 2 choix horribles, vous vous doutez bien que Judy a choisi de se soumettre à l'agression sexuelle. Après l'acte, Dave a repris son air décontracté, comme si rien ne s'était passé, que tout était normal, hop, c'est parti pour une petite balade en bateau, et a retourné justement le bateau vers la terre ferme, c'est bon, le tour est fini, on rentre. Alors qu'ils approchaient du littoral, il lui a ordonné de se jeter à l'eau et de nager jusqu'à la rive, ce que Judy a fait sans aucune hésitation. De retour à son hôtel, la jeune femme de 24 ans s'est précipitée sous la douche, une erreur malheureusement puisque ça a effacé toute preuve de l'agression. D'ailleurs, je me permets de faire cette petite parenthèse un petit peu glauque, mais si jamais vous êtes un jour victime d'une agression sexuelle, même si vous pouvez en avoir fortement l'envie, par pitié, ne prenez pas de douche et allez directement faire constater tout ça à la gendarmerie qui sûrement vous emmèneront dans un hôpital. Mais il ne faut surtout pas prendre de douche puisque, comme dit, ça va effacer toute preuve de l'agression et après ça va être hyper compliqué de pouvoir prouver qu'il y a bel et bien eu cette dite agression. Après avoir retrouvé son calme, elle et Barbara se sont rendues au poste de police le plus proche pour signaler l'attaque. L'officier de service, notant évidemment l'absence de signes physiques de traumatisme chez Judy, a compris que toutes les traces de l'agression avaient été effacées, ce qui rendrait une condamnation difficile à obtenir,
même s'ils parvenaient à retrouver Dave. Néanmoins, pour apaiser la femme clairement désemparée face à lui, l'officier a demandé à un dessinateur de réaliser un portrait robot du suspect. Jody a décrit l'homme qui l'avait agressé à bord d'un bateau bleu et blanc, fournissant ainsi une description précieuse malgré l'absence de preuves physiques. Malgré ses efforts, l'enquête sur l'agression de Jody n'a pas immédiatement avancé. La description de Dave et son bateau bleu et blanc étaient des éléments clés, mais ils n'ont pas été immédiatement reliés au meurtre de la famille Rogers. Les enquêteurs, submergés par la multitude de pistes et de témoignages, ont continué à explorer chaque indice, espérant que quelque chose mènerait enfin à une avancée. Les semaines suivantes, l'enquête a continué. Les autorités tentaient de relier les divers éléments de preuve entre eux pour trouver le coupable. Le mystère de l'identité de Dave et sa possible implication dans les meurtres des Rogers est devenu une piste prioritaire. L'attention redoublée des enquêteurs s'est concentrée sur la recherche de cet homme et sur la compréhension de son rôle potentiel dans cette tragédie. Pendant ce temps, la communauté restait sous le choc, espérant que justice serait rendue pour Joanne, Michelle et Chris Rogers. L'horreur de leur meurtre et l'impact dévastateur sur leur famille et leurs proches continuaient de résonner, rappelant la fragilité de la sécurité et de la confiance en des étrangers pourtant bienveillants d'extérieur. La résolution de cette affaire, avec toutes ses complexités et ses tragédies, restait un impératif pour restaurer un semblant de paix dans la communauté meurtrie. Le dessin de l'artiste représentant le suspect avait été distribué aux services de police voisins, mais avait suscité malheureusement très peu d'intérêt initialement. Ce n'est qu'après qu'un suspect ait été nommé dans les meurtres de la famille Rogers que le visage sur les dépliants a commencé à hanter les membres des forces de l'ordre. 3 longues années après que Joanne, Michelle et Chris Rogers aient été vus pour la dernière fois vivantes, les enquêteurs ont eu une idée innovante pour piéger leur tueur. Convaincus que l'écriture sur la brochure trouvée dans la voiture de Joanne était la clé pour résoudre l'affaire, la police a affiché une reproduction de la note sur un panneau où l'on met tout plein d'affiches, accompagné d'un appel public pour toute information pouvant aider à identifier la personne responsable des meurtres. En quelques jours seulement, cette expérience a porté ses fruits. Joanne Steffi, une ancienne voisine et cliente d'un installateur de revêtements en aluminium nommé Oba Chandler, a vu la note sur le panneau d'affichage. En comparant l'écriture sur le panneau à celle d'un bon travail signé qu'elle avait conservé pendant des années, elle a immédiatement reconnu la ressemblance frappante. Convaincue qu'elle avait trouvé ce que la police cherchait, elle les a contactés. Un expert en écriture manuscrite a confirmé que l'écriture sur la brochure de voyage et celle sur le contrat signé par Oba Chandler correspondaient parfaitement. Par coïncidence, l'esquisse de l'homme qui avait violé Jody Blair a refait surface au même moment. Et lorsqu'elle a été placée côte à côte avec la photo d'Oba Chandler, la ressemblance était frappante. Les agents ont alors cherché cette personne qui semblait être une piste prometteuse. Cependant, Oba s'est avéré plus insaisissable qu'il ne l'avait prévu. Après avoir vu le panneau d'affichage et le portrait robot du suspect dans l'attaque contre Jody Blair, il a vendu son bateau et a fui la région. Le suspect, conscient que la police était sur sa piste, avait essayé de fuir, vendant son bateau et quittant la région. Toutefois, grâce à un effort coordonné à l'échelle de l'État, il a finalement été appréhendé le 24 septembre 1992 à plus de 200 km de là, à Port Orange. Lors de son interrogatoire, Oba Chandler a d'abord nié avoir un jour parlé aux victimes. Mais une fois confronté aux notes trouvées dans la voiture de Joanne, il a finalement changé son histoire, admettant qu'il les avait aidés à trouver un hôtel, mais niant les avoir emmenés sur son bateau. L'interrogatoire de l'homme marquait une étape cruciale dans l'enquête. Sa tentative de fuir et ses mensonges ébranlés par les preuves accablantes rapprochaient les enquêteurs de la résolution de l'enquête. L'effort acharné pour dénouer les fils de cette tragédie semblait enfin porter ses fruits, offrant l'espoir de justice pour Joanne, Michelle et Chrissy Rogers. Le travail inlassable des enquêteurs et le courage des témoins comme Joanne Steffi témoignaient de la détermination à découvrir la vérité et à mettre un terme à cette sombre affaire. Étant donné que toutes les communications entre les bateaux et la terre ferme sont enregistrées, les autorités ont présenté à Oba Chandler des documents prouvant que quelqu'un avait effectué 5 appels du port à son domicile entre 1h et 5h du matin le 2 juin.
L'homme a admis qu'il était effectivement sur l'eau cette nuit-là, mais a insisté sur le fait qu'il était seul. Concernant les appels, il a expliqué qu'il avait en effet eu des problèmes de moteur et avait téléphoné à la maison pour informer sa femme de son retard. Cependant, c'était sans compter que lorsque les autorités ont demandé à Judy Blair de participer à une séance d'identification, elle a désigné Oba Chandler comme étant son agresseur. Confronté à cette accusation, l'accusé a accepté de donner sa version des faits. Et selon lui, les relations sexuelles avaient été consensuelles. Il prétendait que les accusations de viol étaient une tentative de Judy de se venger de l'homme. Les détectives, qui en savaient plus sur ce dernier qu'ils ne le laissaient paraître, ne l'ont pas cru à un seul instant, et heureusement. Bien qu'ils ne pouvaient pas le prouver immédiatement, ils étaient convaincus qu'il avait l'intention de violer et d'assassiner à la fois Judy Blair et Barbara Mottram. Lorsque cette dernière ne s'est pas présentée au rendez-vous, il avait dû modifier tous ses plans. Bien qu'il ait poursuivi avec le viol, dont il pensait pouvoir se tirer d'affaire si nécessaire, il savait qu'il ne pouvait pas la tuer. Barbara ayant vu son visage et connaissant son activité, elle aurait pu le dénoncer, le conduisant potentiellement dans le couloir de la mort si son ami avait disparu. C'est grâce à l'instinct de méfiance de Barbara envers l'homme que Judy et elle ont pu s'éloigner de cette rencontre en un seul morceau. Malheureusement, le sort de Joanne et de ses filles, comme vous le savez, fut bien différent. Bien que Oba Chandler ait prétendu être un homme respectable, son passé le contredisait fortement. Avec au moins 2 accusations antérieures d'agression sexuelle, il n'était pas clairement l'ami des femmes. Marié et divorcé à plusieurs reprises, il avait au moins 8 enfants, dont l'un le décrivait désormais comme un monstre. Avec des preuves accablantes s'accumulant contre lui, y compris une empreinte de paume retrouvée sur la brochure, il était évident que Oba Chandler serait bientôt inculpé pour les meurtres de Joanne, Michelle et Chris Rogers. L'étau se resserrait autour de lui, et ce n'était plus qu'une question de temps avant que la justice ne soit rendue pour ces crimes horribles, et sa tentative d'évasion était pour les policiers comme un aveu de culpabilité. Si ce dernier n'avait rien à se reprocher, pourquoi aurait-il vendu son bateau et tenté de fuir le plus loin possible pour ne pas se faire arrêter? Une fois inculpé, l'homme a dû faire face à un procès pour le meurtre des Rogers. Le procès d'Oba Chandler pour les meurtres de Joanne, Michelle et Chris Rogers a été l'un des plus médiatisés de l'époque. Les procureurs ont présenté un dossier solide, reliant Oba au meurtre par des preuves circonstancielles et physiques. Lorsque le procès de l'homme a débuté en 1994, une série de témoins s'est avancée pour sceller son destin de manière irrévocable. Judy Blair, parmi eux, a partagé son récit poignant dans une salle d'audience bondée. Un de ses anciens collègues, Rollins Cooper, a même raconté comment l'accusé s'était vanté un après-midi de juin d'un rendez-vous avec 3 femmes ce soir-là sur le chantier. James Hensley, mécanicien certifié, a témoigné sous serment que le bateau de Oba Chandler, remis au nouveau propriétaire, était en parfait état, sans signe de réparation faite la nuit des meurtres. Le 4 novembre 1994, le verdict est tombé. Oba Chandler a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à la peine capitale par injection létale. Il a passé les 17 années suivantes dans le couloir de la mort en Floride. Durant cette période, il n'a pas reçu de visite ni même de demande de privilège, alors que pour rappel, ce dernier avait quand même 8 enfants. Lorsque la date d'exécution de Oba Chandler a été fixée au 15 novembre 2011, Al Rogers était assis au premier rang. Pendant que l'horloge tournait, il est resté stoïque alors que l'homme responsable de la perte de sa famille se préparait à payer le prix ultime pour ses crimes. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait faire une déclaration finale, le condamné à mort a refusé de parler. À la place, il a remis une note proclamant son innocence qu'il a demandé qu'elle soit remise aux représentants de l'État. Moins de 10 minutes après le début de l'exécution, Oba Chandler a été déclaré mort. En lisant le contenu de la lettre, le procureur qui avait aidé à condamner l'homme a noté que l'écriture ressemblait étrangement à celle trouvée sur la brochure dans la voiture de Joanne. Bien que Oba n'ait jamais été inculpé pour ce crime, il a également, en plus de tout ça, été soupçonné d'avoir violé et assassiné Yvelise Berrios Bergeries, une jeune femme âgée de 20 ans. Le 26 novembre 1990, cette jeune mariée a disparu après avoir terminé son quart de travail dans un magasin d'articles de sport à Coral Springs. Son mari, inquiet de son absence,
a découvert sa voiture dans le parking avec les pneus crevés et a signalé sa disparition. 3 heures plus tard, son corps a été retrouvé abandonné dans un quartier résidentiel. Elle était nue, avec des traces de ruban adhésif dans ses cheveux, autour de ses poignets et de ses chevilles, indiquant qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle brutale. La cause officielle de sa mort a été déterminée comme étant un homicide par asphyxie. Des échantillons d'ADN prélevés à l'époque ont été ultérieurement associés à Oberchandler. Cependant, étant déjà condamné à mort, les procureurs ont décidé de ne pas engager de nouvelles poursuites contre lui pour ce crime. Après le procès de Oberchandler pour le meurtre des Rogers, plusieurs jurés ont exprimé publiquement leur aversion pour l'accusé. Même si à ce moment-là, il ne représentait plus aucune menace, qui n'était pas une menace immédiate pour eux, sa simple présence leur inspirait de la peur. Cette réaction soulève des questions sur ce que Joanne et ses filles ont pu ressentir lorsqu'elles se sont trouvées piégées sur un bateau avec un individu aussi monstrueux. En écho à ces sentiments, la juge Susan Schoffer, qui avait présidé le procès, a décrit l'homme comme l'accusé le plus maléfique qu'elle n'ait jamais rencontré. Bien que la justice ait finalement été rendue en condamnant ce dernier, elle est arrivée trop tard pour la famille Rogers, dont le rêve de s'éloigner de toute cette horreur s'est transformé en un cauchemar duquel ils ne se sont jamais réveillés. L'affaire Rogers a évidemment laissé une marque indélébile sur la communauté et sur tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. La brutalité des meurtres et le long chemin vers la justice ont mis en lumière les dangers auxquels sont confrontées les femmes et leurs familles. Le courage de Judy Blair et de Barbara Mottram, ainsi que la détermination des enquêteurs, ont bien sûr été salués. Leur persévérance a permis de traduire en justice un prédateur dangereux et d'empêcher d'autres crimes potentiels. L'affaire a également souligné l'importance de la vigilance et de la prudence lorsque l'on rencontre des individus. Les expériences de Judy et de Barbara ont servi de leçon pour d'autres jeunes femmes, montrant que suivre son instinct peut parfois être une question de vie ou de mort. Mais elle a également été renforcée par la justice rendue. Aujourd'hui, l'histoire de la famille Rogers reste un appel poignant des dangers du monde, mais aussi de la force de la justice et de la résilience humaine. Elle continue d'inspirer ceux qui cherchent à protéger les innocents et à tenir les coupables responsables de leurs actes. L'héritage des Rogers est une leçon de vigilance, de courage et de l'importance de ne jamais abandonner la quête de justice, puisque tôt ou tard, elle finit par arriver dans la majorité des cas. Et c'est donc tout pour l'affaire de Oberchandler, et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Cette vidéo est un petit peu plus courte que les vidéos plus longues que j'ai pu vous servir ces derniers temps, mais c'est parce que je suis en train de travailler sur un long script qui j'espère vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire si vous auriez suivi cet homme afin de suivre une petite escapade en bateau. Personnellement, avec toutes les affaires que je traite depuis maintenant 3 ans sur cette chaîne, je pense que je n'accepterai peut-être plus forcément ce genre de rendez-vous avec des inconnus. Pourtant, à l'époque, j'étais friand de ce genre de rencontre. J'étais capable de partir avec n'importe quel inconnu à l'aventure, je faisais très régulièrement du stop et je n'avais pas forcément peur. Je me disais toujours que de toute façon, il ne pouvait rien m'arriver. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais le même courage de refaire les mêmes trajets en stop, de rencontrer des inconnus et de repartir avec eux alors que je ne les connais pas. Après avoir vu autant de meurtres et d'inhumanité de la part de certains êtres humains, je suis convaincu qu'il faut savoir se méfier de tout le monde et, comme Barbara, suivre surtout son instinct. Alors n'hésitez pas à me dire si vous auriez suivi Oberchandler sur son bateau en pensant que c'était une simple petite balade offerte sans arrière-pensée, ou si, comme Barbara, vous auriez plutôt pris la fuite. La soirée du vendredi 16 octobre 2015 avait débuté sous les meilleurs auspices pour Sacha Samsudin, une jeune femme de 27 ans pleine de vie et d'entrain. Cette soirée promettait d'être une nouvelle occasion de profiter de la vie nocturne d'Orlando, en Floride, où elle résidait. Sacha, une jeune femme très sociable, friande de nouvelles rencontres, avait pris l'habitude de sortir presque tous les week-ends. Elle adorait passer du temps avec ses amis et découvrir les différents lieux de divertissement que la ville avait à offrir. Ce soir-là, elle avait commencé par assister à un match de football en compagnie de ses amis proches. L'ambiance était à la fête et la victoire de son équipe favorite avait ajouté une touche de magie à la soirée.
Après le match, le groupe a décidé de prolonger les festivités en se rendant dans l'un des clubs préférés de Sacha. Ce club était l'un des plus populaires de la ville et Sacha aimait s'y retrouver pour danser et s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Les heures sont rapidement passées entre les rires, les danses et les conversations animées. Cependant, la nuit a pris une tournure inattendue et tragique. Après que Sacha et ses amis ont quitté le club vers minuit 30, elle leur a dit au revoir, encore sur l'euphorie de la soirée. Ils avaient célébré la victoire de leur équipe avec un dîner copieux, de la danse effrénée et plus de boissons alcoolisées que Sacha ne l'avait initialement prévu. Malgré son état d'ébriété, la jeune femme, responsable des réseaux sociaux pour une agence immobilière de premier plan, a décidé de rentrer chez elle à pied. Un trajet qui, en temps normal, aurait pris environ 10 minutes. Donc c'est relativement rapide, elle connaît le chemin par cœur, elle le connaît très bien, elle vit dans un quartier relativement chic. Bref, c'est l'un des endroits où elle n'a pas spécialement peur en tant que jeune femme pour se promener la nuit même en état d'ébriété. Sur le chemin du retour, Sacha titubait légèrement, encore sous l'effet de l'alcool. Deux jeunes filles, qui marchaient dans la même rue, l'ont remarqué et ont immédiatement été inquiètes en voyant cette jolie brune trébucher dans l'obscurité. Craignant qu'elle ne soit en difficulté, elles ont décidé d'intervenir. Les deux jeunes filles, animées par un esprit de solidarité et de bienveillance, ont proposé à Sacha de partager un Uber avec elle. Sacha, réalisant qu'elle était bien trop ivre pour continuer seule son chemin en toute sécurité, a accepté avec reconnaissance leur offre généreuse. Pendant qu'elles attendaient l'arrivée du véhicule, les trois jeunes femmes ont échangé et ont rigolé ensemble. Sacha, malgré son état d'ébriété, a réussi à participer à la conversation de manière lucide, ajoutant des éclats de rire et des commentaires amusants. Les deux jeunes filles se réjouissaient d'avoir pu lui apporter un petit peu de réconfort et de compagnie en cette fin de soirée. Lorsque la voiture est arrivée, Sacha a indiqué au chauffeur de la conduire au complexe d'appartements appelé Uptown Place. En approchant du bâtiment, elle a demandé à être déposée, affirmant que c'était chez elle. Toujours soucieuses de son bien-être, les deux jeunes filles ont décidé de l'accompagner jusqu'à l'entrée pour s'assurer qu'elle rentrait en toute sécurité dans son immeuble puis chez elle. Arrivée à l'entrée de ce dernier, Sacha a fouillé ses poches, mais pas de bol, elle n'a pas retrouvé ses clés. La découverte qu'elle avait laissé ses clés quelque part l'a complètement désespérée. Sans elle, elle ne pouvait pas accéder à ce bâtiment de haute sécurité. En demandant au garde de service s'il pouvait la laisser entrer, il l'a informé que personne, sous aucun prétexte, n'était autorisé à pénétrer dans le bâtiment sans clé ou preuve de location. Ne possédant évidemment ni l'un ni l'autre, Sacha s'est retrouvé dans une situation plus que compliquée. Alors que le groupe se tenait là, réfléchissant à la prochaine étape, un résident avec une clé à la main est arrivé. Reconnaissant Sacha comme une voisine, il l'a gentiment laissé entrer. L'agent de sécurité, Stephen Duxbury, a assuré aux jeunes filles qu'il prendrait le relais à partir de là. Rassurées, elles sont parties, convaincues que la jeune femme qu'elles avaient protégée était maintenant entre de bonnes mains. Une fois à l'intérieur, les caméras de surveillance, installées pour surveiller les multiples entrées et sorties du bâtiment, ont capturé Sacha montant les escaliers jusqu'à son appartement, au 3e étage, suivi de près par Stephen. Mais la scène qui a suivi a été tout aussi inquiétante. Malgré l'heure tardive, Sacha, encore sous l'effet de l'alcool,
essayait de maintenir une démarche stable. Stephen, vêtu de son uniforme de sécurité, semblait attentif et prêt à l'aider si nécessaire. Les deux jeunes filles, quant à elles, s'éloignaient, sans se douter que leur bonne action de la soirée était sur le point de prendre une tournure tragique. L'accès sécurisé au bâtiment, destiné à protéger les résidents, ne pouvait anticiper le danger provenant de l'intérieur même. Sacha, croyant être enfin en sécurité, montait les escaliers avec Stephen, en ayant simplement hâte d'arriver chez elle. Ce dernier, censé assurer la sécurité des habitants, allait plutôt devenir le protagoniste d'une tragédie inattendue. Les caméras, témoins muets de la scène, enregistraient chaque instant, capturant alors le début d'une nuit funeste qui allait marquer à jamais l'histoire de ce complexe d'appartements. La soirée qui avait commencé sur une note si positive allait malheureusement se terminer de la manière la plus tragique qui soit. On a appris plus tard que lorsqu'ils avaient atteint l'appartement 345, Sacha avait essayé d'entrer le code de déverrouillage de la porte, mais sans succès. Malgré ses efforts pour se souvenir de la bonne séquence, elle n'arrivait pas à trouver les chiffres corrects. La présence imposante de Stephen, qui se tenait juste derrière elle, observant chacun de ses mouvements, n'arrangeait rien. À un moment donné, dans un éclair de lucidité, Sacha a réalisé que ses clés, ainsi que les informations nécessaires pour entrer dans son appartement, devaient probablement se trouver dans sa voiture. Ne voulant pas s'aventurer seule jusqu'au parking, elle a demandé à Stephen de l'accompagner, ce qu'il a accepté. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Sacha s'est soudainement arrêté et a expliqué que, pof, le code venait tout juste de lui revenir en mémoire. Ah, les joies de l'alcool. On peut alors voir le duo rentrer de nouveau dans le bâtiment et se diriger vers les escaliers menant au 3e étage. Les caméras de surveillance, malheureusement, ne couvraient pas ce qui se passait dans les couloirs ou les cages d'escalier. Les événements tragiques qui allaient se dérouler sont donc restés hors champ, forçant les détectives à se fier aux déclarations de Stephen pour combler les blancs. D'après le récit de Stephen, vers 3h du matin, il a informé Sacha qu'il devait patrouiller les étages et qu'il reviendrait une fois sa ronde terminée. Lorsqu'il est revenu un peu plus tard, il a constaté que le couloir à l'extérieur de l'appartement 345 était maintenant vide. Supposant qu'elle avait finalement réussi à rentrer dans son appartement, il a continué ses rondes. Le lendemain matin, Sacha devait rencontrer son ami, Anthony Roper, pour le petit déjeuner, mais elle ne s'est jamais présentée. Pensant qu'elle avait simplement dormi plus longtemps, Anthony a décidé de ne pas s'inquiéter et a pris son repas seul. Cependant, au début d'après-midi, l'absence de nouvelles de Sacha a commencé à le préoccuper. Il a tenté de la joindre par téléphone à plusieurs reprises, mais sans succès. Inquiet, Anthony a contacté quelques amis communs pour l'accompagner à l'appartement de Sacha afin de voir si elle allait bien. En arrivant sur place, ils ont remarqué que sa voiture était garée à son emplacement habituel, ce qui signifie qu'elle était, normalement, encore à son domicile. Et donc, c'est inquiétant, puisque si elle est encore à son domicile, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas au téléphone ? Et pourquoi est-ce qu'à cette heure si tardive, elle serait encore en train de dormir ? Ça n'avait rien à voir avec les habitudes de Sacha. Ils sont entrés dans le complexe et ont frappé à sa porte, mais n'ont obtenu aucune réponse. Incapables de la joindre, ils ont décidé de contacter la police et de demander un contrôle de bien-être. Lorsque les agents de police sont arrivés, ils ont demandé l'assistance de l'agent de sécurité, Stephen Duxbury, qui a utilisé ses clés pour outrepasser le système de sécurité et les laisser entrer dans l'appartement de Sacha. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était horrifiant. Sacha était allongée sur son lit, enveloppée dans une couette avec un bras qui dépassait. Lorsqu'ils ont retiré la couverture, ils ont découvert le corps de la jeune femme manifestement décédée et surtout victime d'une attaque brutale. La scène était macabre. Ses sous-vêtements avaient été arrachés avec une telle force que le tissu avait lacéré sa peau. La police criminelle, rapidement appelée sur les lieux du drame, a confirmé que Sacha avait subi une agression sexuelle. Des ecchymoses marquaient son visage et son cou, indiquant qu'elle avait été violemment battue avant d'être étranglée à mort. Les blessures défensives sur ses mains et ses bras montraient qu'elle avait lutté désespérément pour sa vie. L'examen du médecin légiste a révélé que le tueur avait exercé une pression suffisante sur sa gorge pour lui fracturer le larynx, soulignant la violence de l'attaque. La découverte de ce crime atroce a profondément choqué Anthony et leurs amis, ainsi que la communauté entière. Les circonstances entourant la mort de la jeune femme de 27 ans et la brutalité de l'attaque qu'elle avait subie
ont soulevé une multitude de questions ainsi qu'un sentiment de profonde injustice. Les enquêteurs se sont mis immédiatement au travail, déterminés à reconstituer les événements de cette nuit fatidique et à traduire le coupable en justice. Les enquêteurs présents sur les lieux du crime ont noté que l'appartement dégageait une forte odeur de produits chimiques et que la porte de l'armoire contenant les produits de nettoyage de Sacha était, étrangement, grande ouverte. Il était évident pour tous que le tueur avait tenté de nettoyer la scène du crime ainsi que le corps de Sacha avec ses produits dans le but de détruire les preuves. Malgré ses efforts méticuleux pour effacer ses traces, l'assassin avait négligé plusieurs éléments cruciaux. Parmi ceux-ci, un emballage de préservatif jeté sur le sol de la chambre attirait particulièrement l'attention. De plus, le tueur avait utilisé les toilettes, laissant le siège relevé, une autre indication de sa présence. Lorsqu'ils ont dépoussiéré les surfaces pour recueillir des empreintes, les enquêteurs ont trouvé 2 empreintes non identifiées sur le siège des toilettes. En plus de ça, de l'ADN étranger fut découvert sur le corps de Sacha, ce que les tentatives de nettoyage n'avaient pas réussi à éliminer. Bien qu'ils n'aient pas retrouvé le téléphone portable de Sacha, les détectives ont mis la main sur son iPad qui était synchronisé avec son téléphone. En consultant l'activité récente de l'appareil, ils ont découvert qu'elle avait envoyé un message à son petit ami à 5h12 le samedi 17 octobre. Le message contenait qu'un seul mot, Ben, qui est le prénom de son petit ami. Dans leur quête de témoins, les détectives ont interrogé les voisins de Sacha, espérant que quelqu'un ait vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Un résident, qui avait fait sa lessive au milieu de la nuit, a affirmé avoir vu Stephen Duxbury suivre Sacha dans les couloirs. Ce témoignage a renforcé les soupçons qui planaient déjà sur Stephen, l'agent de sécurité censé protéger les résidents du complexe. Les éléments rassemblés sur les lieux, bien que partiellement effacés par les tentatives de nettoyage du tueur, fournissaient néanmoins des indices précieux. L'emballage du préservatif, les empreintes non identifiées, l'ADN étranger et le témoignage du voisin constituaient autant de pièces du puzzle que les enquêteurs devaient assembler pour reconstituer les événements tragiques de cette nuit-là. En analysant minutieusement chaque preuve, les enquêteurs espéraient non seulement identifier et appréhender le coupable, mais aussi rendre justice à la jeune et pauvre Sacha Samsudeen, dont la vie avait été brutalement interrompue. La quête de justice, alimentée par les indices laissés malgré les tentatives de dissimulation, avançait inexorablement, visant à faire la lumière sur cette affaire poignante. Bien que le voisin ait trouvé l'attention du gardien un peu superflue, étant donné que le bâtiment était l'un des plus sûrs de la ville, il n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque. Cependant, ce détail allait se révéler crucial dans l'enquête. Lorsque les détectives ont examiné les images de vidéosurveillance de la nuit précédente, ils ont constaté que Sacha était rentrée chez elle à 1h46 du matin. Bien qu'elle ait peut-être été en état d'ébriété, elle paraissait stable sur ses pieds en entrant dans le bâtiment. Les enregistrements montraient également l'agent de sécurité, Stephen, la suivant de près dans presque tous les cadres à partir de ce moment-là. Cette observation a poussé les enquêteurs à convoquer l'agent de sécurité pour un petit interrogatoire, un petit contrôle de routine. De manière inexplicable, les images de surveillance montraient également Stephen portant ce qui semblait être 2 sacs à ordures blancs à cordon de serrage jusqu'au parking à 6h36 du matin, soit plus d'une demi-heure après la fin officielle de son quart de travail. Les enquêteurs ont remarqué que les sacs étaient du même type que ceux trouvés dans une boîte ouverte dans l'appartement de Sacha. Intrigués, les détectives ont passé en revue les images des quarts de travail précédents de Stephen et ont découvert qu'il n'avait jamais sorti les ordures de qui que ce soit avant cette nuit-là. Cette anomalie a évidemment soulevé des questions sur ses motivations réelles en ayant aidé Sacha durant cette nuit. Était-il vraiment un agent de sécurité exceptionnellement dévoué au point de sortir des poubelles de la jeune femme, ou un prédateur qui avait perdu le contrôle et essayait maintenant de couvrir ses traces? Les enquêteurs savaient qu'ils devaient examiner de plus près les actions de Stephen. Son comportement inhabituel et les preuves trouvées sur les lieux ne pouvaient guère être ignorés. L'ensemble des indices recueillis, allant de la présence de Stephen dans les couloirs à des heures inhabituelles, aux sacs à ordures et aux empreintes non identifiées, orientaient de plus en plus l'enquête vers lui. Les détectives savaient qu'ils étaient sur la piste de quelque chose de significatif, et chaque nouvelle découverte renforçait leurs soupçons.
La tâche des enquêteurs était maintenant de réunir suffisamment de preuves pour confronter l'agent de sécurité et de percer la vérité sur cette nuit tragique. La clé de l'affaire résidait peut-être dans les éléments négligés par le tueur, et les détectives étaient déterminés à exploiter chaque détail pour rendre justice à Sacha. Stephen, qui avait été embauché 5 mois plus tôt en mai 2015, s'est assis avec les enquêteurs quelques heures seulement après la découverte du corps de Sacha. Lorsqu'on lui a demandé de fournir une chronologie de ses interactions avec elle, il a commencé par expliquer comment il lui avait refusé l'entrée dans le bâtiment parce qu'elle ne pouvait pas produire une pièce d'identité valide. Il a affirmé l'avoir ensuite laissé se débrouiller seul lorsqu'il a été appelé à d'autres tâches. Pensant que ça pourrait être pertinent pour l'enquête, Stephen a mentionné avoir vu Sacha, ou quelqu'un qui lui ressemblait fortement, dans le couloir plus tard ce matin-là, en compagnie d'un homme caucasien aux cheveux blonds, vêtu d'un polo et d'un pantalon décontracté. Cependant, lorsque les détectives ont examiné les images de surveillance pour suivre cette nouvelle piste, ils n'ont trouvé aucune personne entrant ou sortant du bâtiment correspondant à la description donnée par l'agent de sécurité. Sous le prétexte de rayer son nom de la liste des suspects, les détectives ont demandé à Stephen de passer un test polygraphe. Proclamant qu'il n'avait rien à cacher, il a accepté de se soumettre au test. Une fois le processus terminé, les résultats ont révélé une tromperie sur quasiment toutes les questions relatives au viol et au meurtre de Sacha. Dire qu'il avait lamentablement échoué à ce test serait un euphémisme. Assis de l'autre côté de la pièce, les enquêteurs ont remarqué plusieurs abrasions récentes sur les bras de l'agent de sécurité. Soupçonnant qu'il s'agissait de marques de morsures et de griffures, ils ont photographié les blessures et les ont ajoutées à son dossier. Lorsque les extraits de la vidéo de surveillance ont été rendus publics, les jeunes filles qui avaient partagé un Uber avec Sacha se sont présentées pour donner leur version des événements de cette nuit-là. Le récit concordait avec celui donné par Stephen, renforçant ainsi certaines parties de son histoire, certes, mais laissant d'autres aspects dans l'ombre. Malgré ça, de nombreuses incohérences demeuraient. Les détectives, confrontés aux résultats du polygraphe, aux marques sur les bras de l'agent de sécurité et à son comportement suspect, savaient qu'ils devaient approfondir leur enquête. Les indices s'accumulaient contre l'homme, le présentant non seulement comme un témoin clé, mais aussi comme un suspect principal dans cette affaire tragique. Les morceaux du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une image de plus en plus claire d'une nuit qui aurait dû se terminer pourtant en toute sécurité, mais qui s'était tragiquement transformée en un cauchemar. Alors qu'une grande partie de son histoire restait en question, les détectives savaient maintenant que Stephen mélangeait mensonge et vérité. Bien qu'il n'ait pas encore assez de preuves pour l'accuser formellement, ils étaient convaincus que ce n'était qu'une question de temps avant de pouvoir le faire. Dans une tentative d'exclure d'autres suspects possibles, les détectives ont interrogé les anciens petits amis de Sacha, y compris Ben, qui avait essayé de l'appeler après avoir reçu le SMS tôt le matin, mais dont l'appel était passé directement sur sa messagerie vocale. Désireux d'aider de quelque manière que ce soit, ces ex-petits amis passés et présents ont accepté volontiers de fournir des échantillons d'ADN. Lorsqu'aucun d'eux n'a correspondu à celui de l'agresseur, ils ont évidemment été éliminés un à un comme suspects. Le locataire serviable qui avait laissé Sacha entrer la nuit du meurtre a également été testé et innocenté de toute implication dans sa mort. 3 jours après la découverte du corps de Sacha, les enquêteurs ont enfin eu la percée qu'ils attendaient. Les empreintes digitales prélevées sur le siège des toilettes, ainsi que celles trouvées sur la poitrine de la victime, appartenaient à un homme. Un homme qu'ils avaient déjà interrogé, Stephen Duxbury. Avec cette nouvelle preuve accablante, il a été ramené pour un autre interrogatoire. En prenant soin de ne pas révéler toutes leurs cartes en main, les détectives ont demandé à Stephen s'il avait, à tout hasard, déjà été à l'intérieur de l'appartement de Sacha pour quelque raison que ce soit. Ignorant que son ADN avait été trouvé sur la scène du crime, il a insisté sur le fait qu'il ne la connaissait pas et qu'il n'avait jamais mis les pieds dans sa résidence. Bien que les détectives savaient qu'il mentait, ils n'étaient pas encore prêts à dévoiler toutes leurs preuves. En attendant d'avoir suffisamment de preuves accablantes pour assurer une condamnation, ils ont laissé l'homme repartir, tout en étant convaincus que ces jours de liberté touchaient rapidement à leur fin. Les détectives continuaient de rassembler des éléments pour construire un dossier solide contre lui.
déterminés à rendre justice à Sacha Samsudin. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes qui renforçaient leurs soupçons. Les empreintes digitales sur le siège des toilettes et la poitrine de Sacha, ainsi que les incohérences dans les récits du suspect, peignaient un tableau de plus en plus clair de son implication. Les enquêteurs savaient qu'il était crucial de ne pas précipiter les choses, préférant consolider leur dossier pour garantir une condamnation ferme. L'étau se resserrait autour de l'agent de sécurité et les détectives étaient certains que leur persévérance finirait par payer, ce n'était qu'une question de temps. Et ils avaient raison, puisque exactement une semaine après le meurtre de Sacha, un mandat de perquisition a été signifié pour la maison et le téléphone portable de Stephen. Bien qu'il ait tenté d'effacer son historique de recherche en remettant l'appareil en mode usine, les techniciens médico-légaux ont réussi à restaurer les données. Ce qu'ils ont découvert a donné aux enquêteurs un aperçu troublant de l'esprit d'un monstre. Son activité en ligne révélait qu'à 5 h du matin, la nuit du meurtre, Stephen cherchait activement des moyens de contourner le code de sécurité de l'appartement. 12 minutes plus tard, une étrange coïncidence se produisait. La jeune femme qu'il avait traquée depuis son entrée dans le bâtiment a tenté d'envoyer un SMS à son petit ami, mais n'a réussi qu'à taper son nom avant que la communication ne soit rompue. Le 30 octobre 2015, Stephen Duxbury, chargé de la protection des locataires des appartements Uptown Place, a été placé en état d'arrestation et accusé de cambriolage dans un logement occupé, de violences sexuelles et de meurtre au premier degré. Après 2 ans d'audience, de preuves, de retard et de sélection des jurés, le procès de Stephen a finalement commencé en novembre 2017. Parmi les témoins appelés par l'État, se trouvait le médecin légiste, le docteur Gary Hutz, qui a détaillé minutieusement les blessures graves infligées à la victime devant le jury. Le médecin a témoigné que Sacha avait été violée, battue à la tête et au haut du corps avant d'être étranglée manuellement. L'examen de ses restes ont également révélé des éraflures à l'intérieur de ses cuisses, compatibles avec les marques laissées par les ceintures portées par les travailleurs des services publics et les gardes de sécurité. Malgré l'absence de témoins appelés par la défense pour soutenir leurs clients, celle-ci a avancé l'hypothèse qu'une tierce personne aurait tué Sacha après une relation sexuelle consensuelle avec Stephen. Mais comment ça aurait pu se produire en considérant les affirmations de l'accusé selon lesquelles il n'était jamais entré dans son appartement, d'autant plus qu'il y a des caméras de surveillance et que personne n'a été vu entrer dans ce bâtiment. Pour étayer cette théorie, les avocats de l'accusé avaient élaboré sur la possibilité que Sacha soit décédé lors d'une relation sexuelle brutale avec l'un de ses petits amis après sa rencontre avec Stephen. Cette défense, souvent utilisée dans les affaires de violence contre les femmes, tentait de discréditer la victime à chaque étape, une stratégie souvent décriée pour sa nature insensible et accusatoire. Malgré la reconnaissance par les procureurs que Sacha avait peut-être un petit peu trop bu cette nuit-là, mais bon, est-ce vraiment un crime finalement? Ils ont vigoureusement souligné que cela ne justifiait en aucun cas son sort tragique. Elle était simplement une jeune femme revenant dans l'immeuble où elle payait un loyer exorbitant pour vivre, espérant simplement se sentir en sécurité. Mais c'était tout sauf le cas. L'État a maintenu que l'agent de sécurité, qu'il décrivait comme un prédateur opportuniste, avait ciblé Sacha dès qu'il avait découvert qu'elle était seule cette nuit-là. Pénétrant dans son appartement en contournant le code de sécurité, il l'avait attaquée, violée et finalement assassinée dans son propre lit. Un acte de violence inimaginable. Malgré les efforts de la défense pour altérer le récit, la preuve accablante et les témoignages cohérents ont renforcé l'accusation. Le 21 novembre, après 7 jours d'audience, l'affaire a été remise au jury. Après seulement 4 heures de délibération, le verdict est tombé. Coupable de tous les chefs d'accusation. Ce verdict n'était pas seulement une condamnation de Stephen Duxbury, mais aussi une réaffirmation du respect de la justice et de la vérité pour Sacha ainsi que sa mémoire. Sa famille et ses amis ont trouvé une forme de justice dans cette décision, bien que la douleur de leur perte ne puisse jamais être complètement apaisée. En fin de compte, le jury a reconnu les tentatives de la défense pour ce qu'elles étaient et a agi en conséquence. Stephen Duxbury a été condamné à la réclusion à perpétuité
sans libération conditionnelle pour l'agression sexuelle et le meurtre de Sacha Samsudin, avec une peine supplémentaire de 15 ans pour le cambriolage. Cette condamnation a marqué la fin d'un chapitre tragique, mais aussi le début du processus de guérison pour tous ceux touchés par ce crime impardonnable. Alors qu'ils étaient satisfaits du verdict, les parents de Sacha étaient profondément préoccupés par les atrocités survenues à la résidence, un complexe que leur fille avait choisi en partie pour ses mesures de sécurité renforcées. Incapables de surmonter la chaîne d'événements évitables ayant coûté la vie à leur enfant, en 2017, ils ont intenté des poursuites civiles contre la résidence en question et la société de sécurité employée. Ils ont également engagé des poursuites contre les fabricants de la serrure à code que Stephen avait facilement neutralisée. À l'heure actuelle, les actions en justice contre la société de gestion et de sécurité du bâtiment sont toujours en cours. Les informations révélées par ces procédures montrent que de nombreux résidents avaient déposé des plaintes contre Stephen pendant son bref mandat, qui a duré 5 mois, l'accusant souvent d'abus de pouvoir et même de harcèlement. L'affaire contre le fabricant de serrures a rencontré un obstacle lorsque le locataire suivant, après le meurtre, a remplacé l'appareil incriminé par un modèle neuf. L'absence de l'ancienne serrure pour inspection a suspendu le procès en attendant une décision judiciaire sur la possibilité de poursuivre sans cette preuve cruciale. Les avocats de la famille de Sacha ont cité des études indépendantes montrant que les claviers de la même marque et du même modèle utilisés pour sécuriser la porte de Sacha pouvaient être piratés avec un simple tournevis, soutenant ainsi que ce système de verrouillage particulier était plus que défectueux. En 2019, les avocats de Stephen ont interjeté appel au motif que les réponses données par leurs clients pendant le polygraphe, en particulier celles relatives à sa connaissance apparente de la manière de mourir de Sacha, avant que les informations ne soient rendues publiques évidemment, n'auraient jamais dû être présentées au jury. Leur demande de nouveau procès a heureusement été rejetée. Pour ceux qui la connaissaient et l'aimaient, Sacha était bien plus qu'une jeune femme innocente qui avait été victime d'un prédateur dont le travail était pourtant de la protéger. Intelligente, drôle, belle et gentille, sa perte les a laissés lutter pour accepter la façon dont quelque chose d'aussi horrible aurait pu arriver à quelqu'un qui n'avait pas d'ennemis dans ce monde. En plus d'exceller dans son travail, Sacha aimait les animaux, en particulier son petit chien, Chewie. Elle était une jeune femme qui adorait passer du temps avec ses amis et sa famille, et elle a été arrachée de ce monde. Contrairement à la façon dont elle était dépeinte par la bouche de son tueur, elle n'était pas une femme lâche qui s'était mise en danger et en avait payé le prix fort. Sa seule faute en la matière avait été de faire confiance à un tueur froid et calculateur déguisé en un protecteur. Alors que les procédures judiciaires se poursuivaient, sa famille a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public à la sécurité des complexes résidentiels, espérant que la tragédie de Sacha servirait de catalyseur pour des changements positifs. Ils ont plaidé pour des réglementations plus strictes concernant la vérification des antécédents des employés de sécurité et pour des améliorations technologiques dans les systèmes de sécurité des immeubles d'habitation. Leurs efforts ont commencé à porter leurs fruits lorsque plusieurs complexes d'appartements ont mis à jour leurs protocoles de sécurité, renforçant ainsi les mesures de protection pour les résidents. De nouvelles lois ont été proposées, exigeant des vérifications plus vigoureuses et des formations supplémentaires pour les gardes de sécurité. La communauté a également joué un rôle crucial dans ces changements. Des vigiles de quartier et des groupes de soutien se sont formés, mettant en place des systèmes d'alerte rapide et des programmes de sensibilisation à la sécurité. Sacha est devenu un symbole de la nécessité de vigilance et de solidarité dans la lutte pour un environnement plus sûr pour tous. Les amis et la famille de Sacha continuent de célébrer sa mémoire à travers des événements commémoratifs et des initiatives caritatives. Chaque année, par exemple, une course est organisée en son honneur, collectant des fonds pour des causes qui lui étaient chères, comme par exemple les refuges pour animaux et les programmes éducatifs pour les jeunes. Alors que le monde avance et tourne sans Sacha, la mémoire de cette dernière reste vivante dans les cœurs de ceux qui l'ont connue et aimée. Sa tragédie a déclenché un mouvement pour la sécurité et la justice, rappelant à tous l'importance de protéger les plus vulnérables et de ne jamais oublier les leçons du passé.
Et c'est donc tout pour l'affaire de Sacha Samsudeen et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous ou alors que j'ai pu vous apporter des informations supplémentaires. Et j'espère que les parents de cette dernière arriveront à obtenir justice quant à la société de protection et également à la société qui s'occupait des serrures qui étaient censées protéger l'appartement de la jeune femme qui visiblement était plus que défectueux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires et surtout restez prudent. Comme vous le voyez, on ne peut faire confiance en personne, ni même à ceux qui parfois portent un uniforme. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.